Bonjour, alors dans cette partie nous allons étudier quelques caractéristiques de mouvement circulaire. Alors imaginons un point qui se déplace sur un cercle, donc mouvement circulaire caractérisé par une trajectoire circulaire, donc un cercle, représenté ici dans un repère cartésien x, o, y. On va supposer que le point part ici d'une position de départ M0 et se retrouve à un instant T dans cette position là. Vous voyez donc que ce point a parcouru cette distance là. Alors cette distance là, on va l'appeler l'abscisse curviligne. Abscisse curviligne. On va la noter petit s. Alors elle dépend du temps évidemment. Elle représente tout simplement la longueur de l'arc de cercle ici. Donc en fait si je veux repérer maintenant un point M qui se déplace sur un mouvement circulaire, on peut très bien utiliser les coordonnées X et Y, mais vous allez voir que l'on peut utiliser aussi d'autres systèmes de coordonnées. En effet, si je sais que la trajectoire est circulaire caractérisée par un rayon ici grand R, si je connais la valeur de l'abscisse curviligne et de la distance parcourue, en connaissant le rayon et la distance parcourue, je peux positionner le point M à chaque instant. Alors vous voyez aussi que cette abscisse curviligne va définir ici un secteur angulaire que je peux caractériser et repérer par un angle θ. Alors là encore, vous voyez que finalement la connaissance de la valeur de θ et de la valeur de R va me permettre de positionner le point M n'importe où et n'importe quand sur la trajectoire. Donc si on appelle S de t l'abscisse curviligne, l'angle θ, qui lui aussi va dépendre du temps, on pourra l'appeler abscisse angulaire. Donc on va avoir le choix, on peut soit connaître en connaissant la valeur de θ ou en connaissant la valeur de S. Et bien, si je connais évidemment le rayon de la trajectoire, je vais pouvoir déterminer tout simplement la position du point M dans le plan. Alors, il existe une relation entre l'abscisse curviligne et l'angle θ. La relation est la suivante. L'abscisse curviligne S est égale au rayon multiplié par θ. Alors, à une condition, évidemment, c'est d'exprimer l'angle θ en radians. Le rayon, vous l'exprimerez en mètres, et S, S est une longueur parcourue, elle s'exprime aussi en mètres. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut exprimer l'angle ici en radians? Parce que tout simplement, c'est en fait la définition des radians. La définition des radians d'un angle exprimé en radians, par définition mathématique, c'est la valeur de l'abscisse curviligne divisée par le rayon. Or, vous voyez que si je fais des mètres divisés par des mètres, je n'ai plus d'unité. Donc on décide quand même de donner une unité à cette valeur, et cette unité choisie, ce sont des radians. Voilà, en fait, voilà la définition des radians. Donc il est bien évident que l'on retrouve évidemment cette relation-là. Juste une toute petite remarque avant de poursuivre. Si vous prenez si comme abscisse curviligne, comme distance parcourue, vous prenez le périmètre du cercle. Eh bien, le périmètre du cercle, si vous divisez le périmètre du cercle divisé par le rayon du cercle, eh bien, pour n'importe quel cercle, vous allez trouver 2π. Donc 2π correspond à quoi? Correspond à 2π évidemment en radians, et ça correspond à un angle qui correspond donc au cercle complet. Donc vous avez la correspondance de π radian égale 360 degrés. Si je reviens sur cette relation-là, P sur R égale 2π, vous obtenez bien périmètre du cercle est égal à 2πr. Donc vous voyez que cette relation que je vous ai donnée en rouge, effectivement, est bien la relation entre la distance parcourue, l'abscisse curviligne, et relation entre l'abscisse et le rayon, donc avec un facteur d'angle exprimé en radians. Intéressons-nous maintenant, donc ça c'est pour repérer, le point M. Maintenant, si on s'intéresse à la vitesse du point M.
Donc au niveau de la vitesse, on a vu dans le chapitre précédent que la valeur de la vitesse correspondait à la dérivée du vecteur, à la dérivée de la position. Pour un mouvement circulaire, la valeur de la vitesse d'un objet, ce sera tout simplement la dérivée de l'abscisse de la distance parcourue par rapport au temps. Autrement dit, ici, la dérivée de l'abscisse curviligne. Alors, si je remplace la valeur de S par l'expression qu'on a vue précédemment, hein, c'est-à-dire R multiplié par θ, j'arrive à la relation suivante. Je remplace donc la dérivée de R fois θ, je mets ça entre parenthèses, divisé par le temps. Le rayon, il est constant, hein, donc la dérivée d'une constante, c'est la dérivée d'une fonction multipliée par une constante, on peut sortir la constante. Hein. Donc ça va nous donner R multiplié par dθ sur dt. Alors, dθ sur dt, dérivée de l'angle θ, la dérivée de l'angle θ en physique, on peut la noter θ point. Alors ce θ point représente quoi? Ce θ point, en fait, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire de l'objet. Elle s'exprime en radians par seconde. Très souvent, cette vitesse angulaire, on la note oméga. Alors, je vous écris la lettre en toutes lettres, hein, oméga. Voilà. Donc, pour un mouvement circulaire, on pourra avoir la vitesse d'un point, hein, la vitesse d'un point est égale à R multiplié par la vitesse angulaire oméga. Une vitesse en mètres par seconde, un rayon en mètres et une vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Alors, en fait, vous verrez que dans les exercices que vous aurez à traiter, très souvent la vitesse angulaire est constante. Hein, donc voilà pourquoi je vous donne directement cette relation-là. Si la vitesse angulaire est constante, eh bien, vous pouvez connaître la vitesse d'un point M situé sur la trajectoire circulaire, n'importe où, hein, par exemple ici. Donc, en ce point M, donc, sera caractérisé par un vecteur vitesse. Vous le savez, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, et il aura pour valeur R multiplié par oméga, si je connais évidemment la vitesse angulaire du point sur sa trajectoire. Alors, maintenant pour l'accélération. Alors pour l'accélération, ça se complique un petit peu. Alors, ça se complique un peu. En fait, on va utiliser un moyen pour simplifier un petit peu les choses. Alors, pour déterminer l'accélération d'un objet sur une trajectoire circulaire, trajectoire circulaire ou morceau ou une trajectoire curviligne que je vais par exemple ici représenter comme ceci. Pour déterminer cette accélération, on va utiliser un moyen simple, on va utiliser une nouvelle base. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un repère, on n'est plus dans le repère cartésien, on va utiliser une nouvelle base qu'on appelle la base de Freinet. La base de Freinet, elle n'est plus caractérisée par les vecteurs I et J qu'on avait vus dans la représentation cartésienne, mais elle va être représentée et symbolisée avec deux vecteurs unitaires, qu'on va noter le vecteur N et le vecteur T. Alors, le vecteur N, c'est un vecteur qui est normal, ou on l'appellera aussi la normale, mais un vecteur qui est normal à la trajectoire. Normal à la trajectoire, avec une particularité, il est toujours orienté vers le centre de la trajectoire, ou finalement pour un mouvement circulaire, vers le centre du cercle. Autrement dit, si je veux représenter ce vecteur n ici, eh bien, si j'ai un morceau de trajectoire dont le centre est ici, là je représente le rayon R, eh bien le vecteur n sera comme ceci. Donc je prends la normale à la trajectoire ici. Alors c'est un vecteur unitaire. Il est normal donc à la trajectoire, donc vers le centre, orienté vers le centre de la trajectoire, et il a pour longueur 1, norme 1. Pour le vecteur t, eh bien t, car lui sera tout simplement tangent à la trajectoire. Donc si je le représente ici,
le vecteur t est ici. Avec une particularité, c'est que le vecteur n et le vecteur t sont obligatoirement perpendiculaires, ce qui n'est pas vraiment, ce qui est pas super bien dessiné sur mon dessin, mais le vecteur n et le vecteur t sont perpendiculaires. Alors ici, j'ai supposé que le point M se déplace dans ce sens-là, puisque le vecteur tangent est orienté dans ce sens-là. Cette base donc, va constituer un nouveau repère, et la particularité de ce repère, c'est que ce repère, il est mobile, c'est-à-dire que ce repère, il se déplace avec le point. Alors vous allez dire, ça devient un petit peu compliqué. Certes, ça devient un petit peu compliqué, mais ce qui va se simplifier dans la suite, c'est que on connaît l'expression de l'accélération d'un point M dans ce repère et dans cette base de Freinet. L'expression est la suivante. Il faudra peut-être la mettre dans sa calculatrice. Je ne vous demande pas forcément de la retenir par cœur, mais ce vecteur accélération donc, aura deux coordonnées. Une coordonnée normale que je vais noter AN selon le vecteur n, et une coordonnée tangentielle selon le vecteur t. Eh bien, dans le repère de Freinet, en fait, on connaît les expressions des coordonnées AN et AT. Alors, ces expressions sont les suivantes. L'accélération normale dans une base de Freinet a pour expression la vitesse de l'objet au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Et puis, l'accélération tangentielle a pour expression suivante, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que la dérivée, ça pouvait se noter de cette façon-là. Donc, au final, l'accélération d'un point, M, au cours d'un mouvement circulaire, dans la base de Freinet, aura pour expression donc v carré sur r porté par le vecteur n plus la dérivée de la vitesse par rapport au temps porté par le vecteur t. Voilà l'expression de l'accélération. Alors cette expression, je le répète, on vous la donnera dans les exercices, vous n'avez pas à la connaître par cœur. Alors, on va prendre tout de suite je voudrais tout de suite prendre un exemple pour que vous compreniez un truc. Un exemple. Si je prends, imaginons une trajectoire, un point qui se déplace sur un cercle, une trajectoire circulaire, et admettons que j'ai un point M que je représente ici. Point M est en train de se déplacer. Imaginons que ce point M se déplace à vitesse constante. Donc le vecteur vitesse, sa valeur, sa norme est toujours la même. Vous voyez évidemment que le vecteur vitesse, il n'est pas constant autour du temps. Sa direction change. Ce vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Bien. Comment on pourrait faire pour calculer cette vitesse? Eh bien, pour calculer cette vitesse, je peux utiliser la relation suivante. V est égal à R multiplié par oméga. Si je connais le nombre de tours que fait le point, le nombre de tours par seconde, je peux en déduire la vitesse en radians par seconde. Je connais le rayon de la trajectoire, donc je vais pouvoir en déduire sa vitesse en mètres par seconde. Très bien. Si la vitesse est constante, on a affaire à ce qu'on appelle un mouvement qui est uniforme. Donc dans ce cas-là, un mouvement qui est circulaire et uniforme. Bien, que vaut son accélération? Alors vous pourriez être tenté de dire, mais son accélération elle est nulle, puisqu'on a vu tout à l'heure précédemment que quand la vitesse ne varie pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération. Et bien pas ici, et pas dans le cas d'un mouvement circulaire. Pourquoi? Parce que si vous reprenez l'expression là de l'accélération dans la base de Freinet, si vous reprenez cette expression, puisque la vitesse est constante, la dérivée de la vitesse par rapport au temps va être nulle. Donc vous voyez que ce terme-là va s'annuler. Mais il nous reste ce terme-là. Donc on a une accélération qui est portée par le vecteur normal, dont la valeur A vaut V carré sur R. Alors si je la représente, cette accélération, c'est une accélération qui est normale, orientée vers
le centre de la trajectoire. Donc si je représente l'accélération du point ici, elle est vers le centre de la trajectoire. Si je la représente en ce point ici, elle est aussi vers le centre de la trajectoire. Si je la représente en ce point ici, elle est aussi orientée vers le centre de la trajectoire. Donc vous voyez ici qu'on a une accélération, un vecteur qui est variable, mais avec une valeur qui est constante. Dans ce cas-là, on dit que l'accélération est centripète. Alors centripète, c'est le contraire de centrifuge. Centrifuge qui va avoir tendance à s'écarter de la trajectoire, centripète orienté vers le centre de la trajectoire. Donc finalement, vous voyez qu'un mouvement circulaire à vitesse constante, c'est un mouvement qui possède une accélération. Alors, difficile à percevoir cette notion d'accélération pour un mouvement circulaire. En fait, il faut que vous considériez que quand un objet a un mouvement circulaire, alors on en verra un petit peu plus tard des mouvements circulaires et beaucoup plus en détail, mais je commence à vous en parler un petit peu ici. Si par exemple vous étudiez le mouvement d'un satellite, mouvement de la Lune par exemple autour de la Terre. La Lune tourne autour de la Terre, si on considère que sa trajectoire est circulaire, elle possède une vitesse en valeur qui est constante. L'accélération de la Lune va être orientée vers la Terre. En fait, on peut considérer que finalement, cette accélération vers la Terre, elle n'est pas si anodine que ça. On peut considérer finalement que la Lune, quand elle se déplace autour de la Terre, s'il n'y avait pas cette accélération, qu'est-ce qu'elle ferait la Lune? Elle continuerait son chemin en ligne droite. Par exemple, si elle était ici, s'il n'y avait pas cette accélération, sa vitesse est constante, elle continuerait dans cette direction-là, et elle continuerait en ligne droite. Mais on peut considérer que la Lune est en train de tomber sur la Terre. C'est-à-dire qu'à l'instant d'après, elle a un petit peu chuté vers la Terre. Donc c'est pas ridicule de considérer que cette Lune possède quand même une accélération, puisqu'on a vu précédemment que quand un objet tombe, il possède une accélération. Donc vous voyez que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, on a une accélération qui est constante, qu'on peut calculer en mètres par seconde carré, une vitesse évidemment qui est constante aussi, que l'on peut calculer en mètres par seconde. Voilà quelques caractéristiques, les premières caractéristiques du mouvement circulaire.